Bonjour à tous, bienvenue sur Zone Fanatique, le podcast 100% fan et 100% nati. Voilà, épisode un petit peu particulier aujourd'hui, je suis en solo. Alors pour rien vous cacher, nous avons enregistré tout à l'heure un épisode avec une partie de l'équipe, avec Colin et Varam, que vous ne connaissez pas encore. Et puis malheureusement, on a eu plein de soucis au niveau technique et surtout au niveau du son. Donc voilà, j'ai pas eu le courage de les rappeler pour, réenregistrer l'épisode. Donc c'est pour ça que, finalement, vous aurez un épisode un petit peu, de raccro que je vais animer moi-même, voilà. On va passer tout de suite à la première rubrique, la rubrique zone rouge. Voilà, après, une phase de poule, brillamment menée par la Suisse, enfin surtout sur sa conclusion. L'équipe de Suisse s'attaquait aujourd'hui à un assez gros morceau sur le papier pour le premier match à élimination directe en 16e de finale, puisque vous le savez, c'est une nouveauté cette année. Avec cette coupe du monde à 48 équipes, 32 équipes passent directement pour la phase, à élimination directe et puis c'est l'Algérie qui se dressait sur la route de l'équipe de Suisse. Alors on se demandait, quelle équipe de Suisse on allait avoir face à cette équipe d'Algérie. Est-ce que c'était l'équipe de Suisse avec des compos un petit peu fantaisistes de la part de Murat Yakin et puis, une équipe de Suisse, voilà, pas trop sûre de son jeu ou alors ayant beaucoup de peine, à la conclusion? Ou alors est-ce qu'on allait avoir une équipe de Suisse plutôt conquérante comme elle l'avait été lors des 20 dernières minutes du match contre la Bosnie et puis, aussi pendant, une vingtaine de minutes contre le Canada, ce qui lui avait suffi pour, voilà, pour, creuser un écart définitif avec les Canadiens. Mais après avoir tout de même un peu tremblé dans la dernière, partie du match, eh bien, voilà, on s'attendait tout simplement à un match de référence de la part de l'équipe de Suisse et puis on a enfin eu ce match de référence avec une composition qui était déjà tout simplement la meilleure possible que Murat Yakin pouvait, concocter. Déjà, bon, même si Sylvain Widmer était sans doute un peu diminué pour ce match et pas aligné d'entrée, il avait décidé d'aligner, Denis Zakaria à nouveau dans ce rôle de latéral droite et puis au niveau offensif, tous les meilleurs atouts étaient enfin alignés ensemble. Ruben Vargas à gauche, Dan Ndoye, à droite, Johan Manzambi, juste devant la paire Freuler-Saka et puis bien évidemment l'indéboulonnable Brelem Embolo, comme, avant-centre pivot et puis, voilà, Denis Zakaria, le jour et la nuit vraiment entre son premier match. Alors il n'avait pas été forcément mauvais, hein, contre, le Qatar, mais il avait surtout été, un peu inexistant dans la phase offensive, dans la phase de construction. Mais là, il nous a vraiment pondu, une masterclass comme on dit le Genevois. Il a été vraiment, présent, sur tous les ballons, dans tous les bons coups, que ce soit défensif ou offensif et puis il a vraiment, complètement justifié la confiance que Murat Yakin avait placée en lui. Et puis, il faut le dire aussi, hein, même si, Murat Yakin avait aligné une équipe très offensive et puis, la meilleure possible, eh bien, on peut pas en dire autant de Vladimir Petkovic, qui a fait le choix sur, ce match d'aligner une équipe sans, attaquant central, sans numéro 9 attitré avec, pas mal de joueurs, plutôt de couloir, mais avec un espèce de milieu un peu renforcé. Le but était assez clair, produire du jeu court et puis déstabiliser l'équipe de Suisse dans des petites zones pour se créer ensuite des bonnes zones de frappe. Et puis, on a vu un peu ce jeu-là sur les 10 premières minutes de jeu, mais malheureusement pour les Algériens, la Suisse a très vite douché les premiers espoirs des Algériens, frappant dès la 10e minute de jeu et puis qui d'autre que l'inévitable, Johan Manzambi pour, donner l'impulsion sur cette action. C'est vraiment lui qui, sur cette, percée à la fois rageuse et technique, il va jusqu'au bout de son action, Johan Manzambi. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs sur cette action qui auraient essayé de servir un autre joueur dans la zone ou alors de lancer peut-être trop rapidement Brel Embolo, mais non, lui, il va jusqu'au bout
Il a presque failli en faire trop, hein, le ballon était pas loin de sortir, mais il arrive quand même à le rabattre et puis Brelem Embolo, comme depuis le début de cette coupe du monde, en renard des surfaces, qui est là au bon endroit pour, propulser le ballon, aucune chance pour Lucas Zidane. C'est 1-0 pour l'équipe de Suisse. C'est à ce moment-là peut-être un tout petit peu contre le cours du jeu, même si on jouait pas depuis longtemps. Mais ce but, comme je l'ai dit avant, a vraiment douché les ardeurs de l'équipe d'Algérie. Et puis, sur cette première mi-temps et même j'ai envie de dire sur, tout le match, ils n'ont pas réussi à être vraiment, dangereux, à trouver des bonnes zones. L'équipe de Suisse a vraiment fait un match tout en maîtrise, un match de patron derrière, que ce soit sur les côtés ou dans l'axe. La paire, Akanji et Elvedi, elle a absolument laissé aucun espace, aux Algériens. Elle a été intraitable et puis, elle n'a pas du tout souffert, comme contre le Canada, hein. Le Canada avait fait un peu du kick and rush, présence sur les deuxièmes ballons, ils nous avaient mis en difficulté, mais les Algériens n'ont pas du tout pratiqué ce jeu-là et du coup, ils ont vraiment pas pu nous mettre, en difficulté. Le reste de la première mi-temps a été maîtrisé par l'équipe de Suisse, c'était pas toujours parfait, les sorties de balles n'étaient pas toujours très propres. Parfois, ça s'est fait avec des longs ballons, mais la défense tenait bien et à aucun moment on a vraiment, tremblé pour ce résultat, pour la défense de ce résultat. À la mi-temps, ben, pas de changement du côté de Murat Yakin, pas de raison, hein, l'équipe était bien en place, elle avait pris l'avantage et puis, on s'attendait peut-être à ce que les Algériens rentrent un tout petit peu plus dans leur match, qu'ils nous poussent, qu'ils nous pressent et puis là, à nouveau, l'équipe de Suisse, comme contre le Canada, appuie là où ça fait mal, quand ça fait mal et puis elle frappe dès la première minute de jeu avec une superbe impulsion de Zakaria, hein, il est au début de cette action. Il est aussi, à la passe décisive pour Dan N'Doye qui, ouvre son pied et frappe de manière, imparable pour, Lucas Zidane. Alors on peut peut-être quand même reprocher au gardien algérien de ne pas avoir eu, assez d'explosivité et assez d'allonge sur ce but. Sur le direct, je pensais qu'il était un petit peu masqué. En fait, il l'était pas tant que ça, mais il a manqué un tout petit peu de promptitude pour plonger, mais toujours est-il que le ballon de Dan N'Doye était vraiment, vraiment très, très bien placé et à ce moment-là, je pense que beaucoup de gens ont compris que, voilà, à moins d'un gros, gros retournement de situation, l'équipe de Suisse avait vraiment fait le plus dur et puis effectivement, les changements algériens n'ont pas changé la physionomie du match du tout. Les changements suisses n'ont pas, apporté ce qu'il fallait pour tuer le match, non plus. On pense notamment à Fabian Rieder qui s'est fait l'auteur d'un manqué, mais encore maintenant, je pense que le pauvre, il doit se demander comment il a fait pour ne pas pousser cette balle au fond tout seul, à 3-4 mètres du but, le gardien plus sur sa ligne et puis, il rate complètement son geste. Alors heureusement pour lui, eh bien, c'est sans conséquence pour la Suisse qui se qualifie quand même, mais malheureusement, je pense que ça n'a pas aidé le pauvre Fabian Rieder à se faire un moral, se faire une confiance et puis, voilà, je pense que ça justifie quelque part aussi les choix de Murat Yakin, même si on s'est réjoui de l'entrée de Noah Okafor, mais un Noah Okafor qui n'est pas encore, vraiment dans le rythme, qui n'est pas encore pleinement intégré à cette équipe, je trouve. Il a aussi été utilisé dans des rôles là qui n'étaient pas forcément les siens, mais enfin, l'inquiétude quant à sa capacité à jouer a été levée. Murat Yakin, cette fois, lui a donné du temps de jeu et on est vraiment très content pour, Noah Okafor. On est sûr qu'il peut apporter vraiment beaucoup, beaucoup de choses très, très intéressantes pour cette équipe. Donc voilà, enfin un match référence pour l'équipe de Suisse, maîtrisé, j'ai envie de dire, quasiment de la première à la dernière minute et puis ce match, je pense, va aussi permettre à la Suisse d'aborder, le huitième de finale, quel que soit son adversaire, dans de très bonnes dispositions. 4 jours de repos, c'est suffisant, mais c'est quand même pas trop long pour, éviter le risque de ne plus être dans le rythme et puis, voilà, je pense que le sélectionneur suisse a dû beaucoup aimer ce qu'il a vu lors de ce match et puis je pense que ça serait assez logique qu'il reconduise cette formation, que ce soit face à la Colombie ou le Ghana, puisqu'on est évidemment déjà assuré d'affronter l'une de ces équipes, lors de ce huitième de finale qui aura toujours lieu, à Vancouver mardi 6 juillet.
Voilà, je pense je peux passer du coup à la rubrique suivante. La rubrique suivante, c'est, la zone mondiale. On va parler un peu de ce qui s'est passé dans les autres matchs et puis on va commencer par, le premier 16 de finale qui opposait, bien, tout simplement le Canada, l'un des pays organisateurs, à, l'Afrique du Sud qui après un match d'ouverture assez décevant avait bien redressé la barre et s'était quand même qualifié en tant que deuxième de groupe. Un match assez ennuyeux, hein, 2 équipes avec un niveau technique quand même pas très, très élevé et puis les Canadiens quand même un peu supérieurs qui font la différence dans les dernières minutes, voire carrément dans le temps additionnel. Assez logique pour les Canadiens qui ont quand même été un tout petit peu meilleurs que leurs adversaires, même si c'était pas non plus très, flamboyant. Deuxième match, c'était le Brésil contre le Japon. Alors là, on a eu un très, très beau match, je trouve, avec une première mi-temps totalement maîtrisée par, les Japonais. Ils menaient d'ailleurs 1-0 et puis, leur, pressing, leur contre-pressing à la perte de balle a été vraiment très, très efficace. Ça a mis en difficulté un Brésil qui était aussi en manque d'idées quand même en première mi-temps, hein. Le duo, Casemiro, Lucas Paqueta était à la peine. Paqueta est sorti à la mi-temps sur blessure. Alors Casemiro a marqué le but de l'égalisation, mais il n'a pas non plus fait un excellent match. Mais là, ce sont vraiment les remplaçants et la fatigue aussi japonaise, hein, on va le dire. Une fois que le Brésil a égalisé, il y avait quasiment plus qu'une seule équipe sur le terrain et les Japonais n'ont pas pu tenir le choc malheureusement pour eux. La surprise de ces 16e de finale, c'était le match entre l'Allemagne et le Paraguay. Une Allemagne qui partait pourtant largement favorite, mais qui s'est inclinée, aux tirs au but. Alors une Mannschaft qui a fait un premier match exceptionnel, enfin, en explosant Curaçao, on va dire, mais, ensuite qui a eu de la peine à convaincre et malheureusement les craintes que pouvait avoir le peuple allemand, se sont avérées et puis, les Allemands n'ont pas su voilà, faire ce qu'il fallait pour dominer, une équipe du Paraguay qui a été solidaire, qui a pas forcément fait un match, non plus, énorme. Mais voilà, ils avaient pris l'avantage quand même en première mi-temps. Ensuite, c'est allé au tir au but et là, on regrette quand même le manque de préparation des Allemands avec une situation incroyable où à la fin, Joshua Kimmich est en train de supplier tous les joueurs, voir qui voulait aller tirer et finalement on laisse un Jonathan Tah aller tirer. Premier penalty en professionnel pour lui et malheureusement, lui qui voulait être le héros, ben, ça ne lui a pas réussi, il a échoué et ce qui a causé l'élimination de son pays. Donc nouvelle grosse contre-performance de la Mannschaft qui après être sortie 2 fois consécutivement en phase de poule, échoue en 16e de finale. La prochaine opposition, c'était le Pays-Bas contre le Maroc, pardon. Une très, très belle affiche qui promettait beaucoup et bah, finalement, on a été un petit peu déçus de l'approche tactique un peu frileuse de Ronald Koeman sur ce match. Pourtant les Pays-Bas, c'est une école de jeu plutôt léchée, plutôt offensif, mais là, un système défensif avec des changements encore plus défensifs. Donc voilà, le Maroc, s'est accroché, le Maroc est revenu au score et puis ils se sont imposés certes au pénalty grâce à l'aide de leur spécialiste, Bounou qui, définitivement s'impose comme un des meilleurs gardiens, dans cet exercice, mais le Maroc n'a rien volé. Une autre équipe qui n'a rien volé, c'est l'équipe de Norvège qui, a fait respecter, sa supériorité face à la Côte d'Ivoire, même si la Côte d'Ivoire a fait un bon match, mais Hollande et compagnie, ont vraiment mérité cette qualification. 2-1. Une autre équipe qui a largement mérité sa qualification, c'est l'équipe de France qui n'a laissé que des miettes à l'équipe de Suède, 3-0. Est-ce qu'on assiste déjà, à l'avènement de l'équipe de France? Ils ont un potentiel offensif impressionnant. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, mais surtout Michael Olise, qui a une vision de jeu incroyable et qui amène un peu ce lion au milieu du terrain. Voilà, le collectif français semble bien mieux rodé que lors des dernières compétitions. Ils sont forts devant, ils sont forts derrière. Peut-être un peu moins sur les côtés derrière, mais ça reste quand même assez solide. Franchement, il faudra une équipe énorme pour les sortir s'ils continuent à produire ce jeu-là et il y a rien qui ne nous dit qu'elle ne va pas continuer à jouer de cette manière, l'équipe de France.
Une autre équipe qui fait son petit bout de chemin dans cette compétition, c'est un des pays organisateurs, c'est le Mexique qui a 3 victoires en poule pour eux et puis une victoire, tranquille contre l'Équateur. Il faudra s'en méfier pour, son prochain adversaire qui, lui, par contre, est à la peine. C'est l'équipe d'Angleterre qui s'est sortie, du piège tendu par la République démocratique du Congo. Mais alors, il s'en est fallu de très, très peu et surtout, il a fallu qu'elle soit portée par son capitaine Harry Kane à bout de bras qui, voilà, il a inscrit les 2 buts et il a retourné le match après l'ouverture du score du Congo à la 6e minute de jeu et l'Angleterre s'est sortie de ce piège. Mais je pense que, les supporters, des Lions n'ont pas été rassurés après ce match. Un match au scénario assez incroyable entre la Belgique et le Sénégal et encore aujourd'hui, je pense que les Sénégalais doivent se demander comment ils ont pu perdre ce match. Eux qui menaient 2-0 à quelques minutes de la fin, eux qui ont été en contrôle sur tout le match et puis je pense qu'ils se sont quand même un petit peu sabordés, les Sénégalais sur la fin du match. Ils ont permis à la Belgique de revenir au score à 2 partout avant de s'imposer au bout des prolongations, alors que les Belges, honnêtement, avaient fait une prestation beaucoup moins convaincante que leur adversaire, mais ma foi, c'est le foot. Et puis, voilà, la Belgique, au final, se qualifie pour le prochain tour. Elle y retrouvera un des pays organisateurs, les États-Unis, qui eux aussi poursuivent leur petit bout de chemin, bon gré mal gré, en disposant 2-0 de la Bosnie-Herzégovine. Alors peut-être que le seul ombre au tableau pour les Américains, c'est l'expulsion de Balogun, leur buteur, qui est vraiment en pleine forme depuis le début de cette Coupe du monde. Mais voilà, carton rouge pour lui, un carton rouge indiscutable et puis du coup synonyme de suspension au prochain tour. L'équipe d'Espagne, après un départ, assez calme, assez ronronnant contre le Cap-Vert, qui avait certes fait un très, très bon match défensif, se réveille progressivement et puis dispose de l'équipe d'Autriche, une équipe d'Autriche assez décevante sur ce match. Ils n'ont pas, donné l'impression à un moment qu'ils pouvaient un peu bousculer l'Espagne. Ils se sont logiquement inclinés 3-0. Une opposition très intéressante aussi, au qu'on s'attendait beaucoup, c'était un Portugal-Croatie et puis un Portugal qui a quand même été un peu malmené, par la Croatie qui avait d'ailleurs pris l'avantage et puis il a fallu attendre, la dernière partie du match pour que les Lusitaniens égalisent par l'inévitable Cristiano Ronaldo sur penalty, avant de prendre l'avantage, dans le temps additionnel par Gonzalo Ramos. Les Croates sont revenus au score juste après le but de Ramos, mais malheureusement pour eux, le but a été logiquement annulé dans une séquence qui a fait un petit peu parler, qui a fait débat sur les réseaux, mais le joueur croate a bel et bien touché le ballon, ce qui a donné une position de hors-jeu pour le joueur, pas celui qui a marqué, mais qui a fait une remise. Donc, même si c'est cruel pour cette génération dorée croate et qui avait toujours bien performé lors des 2 dernières coupes du monde, ben, voilà, le but a logiquement dû être annulé. Et puis, au moment où j'enregistre, je peux aussi vous parler de la victoire de l'Égypte qui s'est imposée chichement au tir au but face à l'Australie. J'ai pas vu le match, mais voilà, les Égyptiens, les pharaons qui ont dû aller au bout du suspense pour se débarrasser d'une coriace apparemment équipe d'Australie. Et puis, bah, ils attendent de savoir qui de l'Argentine et du Cap-Vert sera. L'Égypte attend donc de savoir si elle affrontera l'Argentine ou bien le Cap-Vert lors du prochain tour. Voilà, c'est tout pour la zone mondiale. On peut passer à la prochaine rubrique. Voilà, dans la rubrique suivante, qui est la zone libre, on vous a fait une petite story sur Instagram pour savoir ce que vous pensiez du parcours de la Suisse, enfin, jusqu'où pouvait aller la Suisse selon vous. Et puis, on voit que vous êtes quand même une très large majorité à jouer un certain optimisme, mais quand même une prudence, avec un parcours qui s'arrêtera selon 56% des votants en quart de finale pour la Suisse. Alors je pense que vous avez gardé aussi en vue que l'adversaire le plus probable sera l'Argentine, qui sera un très très gros morceau pour l'équipe de Suisse. Il faudra bien évidemment que l'équipe de Suisse passe aussi son huitième de finale, que ce soit contre la Colombie ou contre le Ghana. Ça ne sera pas une partie de plaisir, une équipe de Colombie qui a terminé première de sa poule avec le Portugal, donc c'est pas rien.
et puis ils ont un jeu qui est quand même bien léché, bien maîtrisé, même s'ils ont pas toujours été très, très, très efficaces, mais ils ont quand même produit du beau football. Et puis le Ghana, on l'a vu en poule, hein, ils ont été capables, avec leur bloc bas très compact, de gêner l'Angleterre qui n'a pas trouvé la faille contre eux, donc ça sera pas non plus une partie de plaisir de jouer cette équipe, du Ghana, mais vous êtes quand même optimiste que l'équipe de Suisse a les armes pour passer, que ce soit l'une ou l'autre des équipes. Mais l'Argentine, ce serait bien évidemment un autre gros morceau. Mais je pense que quand les Argentins regardent aussi le tableau de leur côté, ils doivent se dire que soit la Suisse, soit la Colombie, sont quand même les 2 équipes les plus probables à jouer en quart de finale, eh bien, vont représenter quand même un sérieux test pour, l'équipe d'Argentine. Donc voilà, vous avez quand même joué une certaine prudence, on va dire une prudence optimiste. Vous avez été relativement neutre. Vous avez voté Suisse en somme. Voilà, on peut passer à la dernière, rubrique. La dernière rubrique, c'est la zone de vérité. C'est les pronostics de l'équipe. Alors, bah, vous l'avez entendu au début d'épisode, je suis tout seul, donc il y aura que mon pronostic. Mais je peux quand même vous pronostiquer, ce qu'avaient dit mes collègues chroniqueurs Varam et Colin. Donc, si l'équipe de Suisse affronte la Colombie, ils voyaient bien la Suisse s'imposer 2-1, et si l'équipe de Suisse affrontait le Ghana, 2-0. Pour ma part, je vois bien la Suisse s'imposer au tir au but si elle affronte la Colombie après un match nul 1 partout, et puis je pense que si elle affronte le Ghana, elle arrivera à percer cette défense et à s'imposer sur une marge un peu plus confortable. Je pronostiquerai un 3-0 pour, la victoire de la Suisse contre le Ghana si elle affronte, l'équipe ghanéenne. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, un peu particulier, je vous l'ai dit. Alors, je m'excuse auprès de mes collègues, Colin et Varam qui avaient donné vraiment plein d'analyses extrêmement intéressantes, mais j'ai pas eu le courage de les rappeler pour réenregistrer l'épisode. J'ai pas eu le courage de le replanifier à un autre moment, donc c'est pour ça que je vous ai proposé cet épisode en solo directement après. Et puis, merci d'être, nombreux à nous suivre sur nos canaux, en vidéo sur YouTube ou bien, en audio sur Spotify. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, sans doute le lendemain du match, ayant opposé la Suisse soit à la Colombie, soit au Ghana. Merci à tous et puis à très bientôt. Bye bye.